Question. Si votre vie en dépendait, jusqu'où iriez-vous pour survivre? Est-ce que vous mentiriez, vous voleriez, ou vous auriez recours à la violence? Ou peut-être même commettriez-vous l'ultime tabou? Pour ceux qui ne s'y sont pas préparés, l'hiver à la frontière américaine conduit à des choix assez difficiles. Soit vous mourrez de faim, soit vous prenez goût à la viande blanche la plus disponible du coin. Et quand un cannibale assoiffé de chair s'installe dans un fort isolé dans les montagnes, un pauvre soldat se voit contraint de faire de son mieux pour ne pas finir au menu et surmonter sa propre faim grandissante. Bouclier de viande, installez-vous à ma table et assistez à un véritable classique du cinéma. Préparez-vous pour un somptueux buffet digne de l'expédition Donner. Et laissez-moi vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire, et comment battre la malédiction cannibale dans Vorace. Il se nomme Capitaine John Boyd, soldat de l'armée américaine ayant combattu pendant la guerre américano-mexicaine. Et il est invité d'honneur à une cérémonie en reconnaissance de son héroïsme lors d'une récente bataille. Il semble qu'il ait été le seul survivant de sa compagnie et qu'il ait capturé à lui seul le commandement ennemi dans leur propre base. C'est assez incroyable, mais ces flashbacks horribles racontent une toute autre histoire. En effet, alors que ses camarades se régalent d'un banquet de steak saignant pour célébrer sa récente décoration, Boyd s'excuse et va refaire lui-même un peu de décoration sur le trottoir à l'extérieur. Une fois le déjeuner terminé, Boyd retrouve son commandant et reçoit ses ordres. Il est muté à Fort Spencer, un avant-poste isolé à la frontière californienne. Avec l'aide d'une guide locale, Boyd part à cheval vers le fort rustique, traversant des kilomètres et des kilomètres de relief montagneux accidentés avant d'arriver à destination. À l'intérieur du fort, Boyd est conduit à ses quartiers où il est à nouveau hanté par des flashbacks de la bataille féroce qui a coûté la vie à plusieurs de ses camarades. Le lendemain, Boyd est présenté à son nouveau commandant, le colonel Hart, un rat de bibliothèque à l'air bon enfant qui semble satisfait de la vie monotone que lui et ses hommes ont établie à Fort Spencer. En tant que poste de transit pour les colons qui traversent les montagnes de la Sierra Nevada, le fort ne connaît pas beaucoup d'activités, du moins pendant les mois d'hiver. La saison des neiges battant son plein, il fonctionne actuellement avec un effectif réduit. Il y a le soldat Toffler, un type calme et religieux, et le major Knox, qui passe le plus clair de son temps à cuver son vin. Le soldat Reich est un soldat fougueux avec lequel il ne faut pas plaisanter. Il y a aussi Martha, la guide qui a conduit Boyd au fort, et son frère George, qui sont deux autochtones. Enfin, il y a le soldat Cleaves, un mouton noir et cervelé qui adore fumer le calumet de la paix. Vous vous doutez donc que je vais faire équipe avec Cleaves. Les présentations faites, Hart et Boyd rejoignent le reste du groupe pour le dîner. Mais Boyd n'a pas vraiment d'appétit et il sort rapidement à l'extérieur pour continuer à revivre ses flashbacks troublants. Il se souvient alors de l'horrible vérité sur ce qui s'est réellement passé pendant la bataille. Il s'avère que ce n'est pas un héros. Alors que ses camarades se battaient et mouraient, Boyd s'est simplement allongé et a fait le mort. Il a ensuite été chargé sur une charrette sous un tas de cadavres de ses camarades et emmené derrière les lignes ennemies où il est resté jusqu'à ce que le sang de son commandant commence à couler sur sa bouche. Tout à coup, Boyd a été envahi par une soudaine bouffée d'énergie. Je veux dire, il s'est même extirpé de sous la pile de cadavres et a pris l'ennemi par surprise, capturant leur commandant sans grande résistance. Ok, le capitaine Boyd s'est mis dans un sacré pétrin, pas vrai? Son comportement sur le champ de bataille était un véritable suicide professionnel, et le général l'a cantonné à Fort Spencer pour l'empêcher de causer d'autres problèmes. Pourtant, d'après les archives officielles, c'est un héros de guerre décoré qui a capturé à lui seul un avant-poste ennemi, même si ce n'est qu'une couverture pratique pour aider l'armée à sauver la face. Alors, Boyd aurait-il pu faire quelque chose pour rapprocher la réalité de la fiction et éviter de gâcher son avenir dans ce fort paumé? Eh bien, pour commencer, il ne se serait pas retrouvé dans cette situation si la bataille avait évolué différemment. Si la capture du commandement ennemi signifie qu'ils ont techniquement gagné, la situation de Boyd serait meilleure si au moins quelques-uns de ses camarades étaient encore en vie pour célébrer cette victoire avec lui. La première étape vers la victoire est donc simple. Il doit se ressaisir. En effet, faire le mort n'est pas le moyen de gagner un combat, et il est indispensable de trouver le courage de rester debout quand les balles sifflent. S'il voulait avoir une chance, le capitaine aurait dû puiser au fond de lui-même et trouver le courage de faire ce qui devait être fait. Passons maintenant à la stratégie. Principalement motivée par la volonté des États-Unis de s'étendre vers l'ouest, la guerre américano-mexicaine a donné lieu à de nombreuses batailles sanglantes dans tout le sud-ouest. Un des conflits majeurs, la bataille de Monterrey, illustre bien les difficultés rencontrées par la compagnie de Boyd. Les troupes commandées par le futur président américain Zachary Taylor ont dû faire face à de sérieux défis lors de leur tentative de la prise de la ville mexicaine de Monterrey. L'artillerie américaine s'est avérée inefficace contre les fortifications de la ville. Taylor et ses hommes ont donc tenté de prendre la ville rue par rue, subissant de lourdes pertes au cours de l'opération.
Les forces américaines n'étaient pas habituées à la guerre en milieu urbain, ce qui en faisait des cibles faciles pour les défenseurs mexicains cachés à l'abri dans les structures de la ville. Je ne fais que vous exposer les faits de manière brute, mes amis. Devant l'accumulation des cadavres, Taylor a donc changé de stratégie. Ces hommes ont commencé à se déplacer de maison en maison, enfonçant littéralement les murs et engageant le combat rapproché avec l'ennemi, et éliminant ainsi l'avantage que lui procurait sa couverture. La nouvelle stratégie a fonctionné, et les troupes mexicaines ont été repoussées vers la place centrale de la ville où elles se sont rendues. Tout comme les hommes de Taylor, la compagnie de Boyd a été attaquée alors qu'elle se déplaçait à découvert, s'exposant aux tirs provenant de toutes les directions. Au lieu de ça, ils auraient dû travailler à couvert en supprimant les avantages des forces ennemies et en les forçant à se battre au corps à corps, où l'armement supérieur des troupes américaines aurait pu leur donner un avantage. Mais hélas, certaines batailles ne sont tout simplement pas destinées à être gagnées. Même si Boyd et ses hommes avaient pu prendre le dessus, rien ne garantissait qu'ils s'en seraient mieux sortis. Donc, en supposant que faire le mort était vraiment sa seule chance de survie, aurait-il pu faire autre chose pour échapper à l'exil dans le fort le plus ennuyeux de la frontière ? Eh bien, il aurait pu simplement mentir sur ce qui s'était réellement passé. Quand le général lui demande comment il a réussi à prendre le poste de commandement ennemi, Boyd admet sans détour qu'il s'est figé sous la pression et a fait le mort jusqu'à ce qu'on le charge dans un chariot rempli de cadavres avant de s'échapper une fois à l'intérieur de la base ennemie. Vous savez ce qu'il y a de mieux quand on est le seul survivant ? Personne ne peut contredire votre version des faits. Pourquoi ne pas leur dire qu'il a été assommé pendant le combat et pris pour mort ? De cette façon, il serait le héros conquérant qui a surmonté les obstacles pour remporter la victoire, au lieu de passer pour un misérable lâche et d'être condamné à passer le reste de sa vie dans ce fort rempli de marginaux. Après le dîner, Hart envoie Martha et Cleaves chercher des provisions pour le fort. Plus tard dans la nuit, le commandant invite Boyd à boire quelques verres de whisky provenant de la réserve du Major Knox. Alors qu'ils s'apitoient sur leur sort, Boyd est surpris par l'apparition soudaine d'une silhouette à la fenêtre. Les soldats se précipitent à l'extérieur pour voir ce qui se passe et trouvent un homme à l'air hagard effondré dans la neige. L'homme mystérieux est vêtu de haillons et semble à l'article de la mort, victime de la famine et du froid. Ils se mettent rapidement à la tâche et le raniment en lui offrant un bain chaud et une place près du feu. Le lendemain matin, l'homme se réveille et raconte ses malheurs à la compagnie. Il dit s'appeler Calhoun et fait partie d'un groupe de 6 colons qui ont traversé la frontière en avril dernier. Parmi son groupe se trouvaient Monsieur et Madame McCready, ainsi que 2 autres hommes et leur guide, un ancien militaire du nom de Colonel Ives. Or, Ives prétendait connaître un autre itinéraire plus court à travers le massif du Nevada. Un plan qui devait mettre fin au calvaire des voyageurs. Bien sûr, le nouvel itinéraire s'est avéré être un véritable fiasco, et le groupe s'est retrouvé bloqué dans les montagnes à l'approche de l'hiver. Alors qu'ils s'abritaient dans une grotte en attendant que la neige cesse de tomber, ils n'ont eu d'autre choix que de manger les bœufs et les chevaux. Quand les réserves de bétail ont été épuisées, ils ont été confrontés à un choix difficile. Et lorsqu'un membre du groupe est finalement mort de faim, les autres ont fait ce qu'ils devaient faire pour survivre. Malheureusement, leur nouveau plat de subsistance ne dura pas longtemps, car il y avait trop de bouches à nourrir. À partir de là, les choses dégénérèrent rapidement, et les membres du groupe acquirent un regain d'appétit encore plus vorace qu'auparavant. Ives devint complètement fou et commença à tuer ses compagnons pour assouvir sa faim bestiale. À la fin, il ne resta plus qu'Ives, Madame McCready et Calhoun. Voyant que ses jours étaient comptés, Calhoun s'enfuit à travers la nature sauvage, laissant Madame McCready seule face à un Ives assoiffé de sang. À cette nouvelle, Hart rassemble ses troupes pour une mission de sauvetage d'urgence afin de sauver la femme de ce cannibale sanguinaire, s'il n'est pas déjà trop tard. Mais avant de pouvoir partir, George leur fait part d'un avertissement sinistre. Certaines tribus indigènes croient que quand un homme mange la chair d'un autre homme, il lui vole sa force. L'appétit pour la chair humaine devient rapidement insatiable, et le malheureux gastronome est condamné à errer sur Terre sous la forme d'un monstre cannibale appelé Wendigo. Malgré tout ça, Hart et ses hommes rassemblent leurs réserves et se préparent à partir dans les montagnes, laissant Knox l'ivrogne surveiller le fort pendant leur absence. Mais à leur grande surprise, Calhoun a retrouvé ses forces et il insiste pour les mener à la grotte où les attend le mangeur d'hommes fous. Ok, alors dans quoi se sont embarqués les courageux soldats de Fort Spencer ? Selon la légende algonquine, le Wendigo n'est pas un simple croque-mitaine. Il s'agit plutôt d'un avertissement sur les dangers de sauter le déjeuner avant une longue randonnée. C'est un esprit qui récompense le cannibalisme humain en lui conférant une force surhumaine et même des pouvoirs régénérateurs, ainsi qu'un appétit insatiable pour la chair humaine, bien sûr.
Une fois atteint, chaque bouchée vous donne un regain d'énergie et l'appétit d'un mangeur de compétition. Sauf que les hot dogs sont vos compagnons de route. Et une fois qu'une personne a été revendiquée par le Wendigo, il n'y a plus aucun remède, aucun rituel ni aucun médicament. Aucune forme de pitié ne peut inverser le processus. La seule façon de mettre fin à la malédiction, c'est la mort. Pour les soldats malchanceux qui s'aventurent dans la Sierra Nevada enneigée, ça signifie qu'ils vont devoir affronter non seulement les engelures et les grizzlies, mais aussi une créature plus forte, plus rapide et bien plus affamée que tout ce qu'ils ont jamais vu. En d'autres termes, ils ne font pas juste face à un monstre, ils font face à l'horreur de devenir le prochain repas de leur ennemi, qui deviendra encore plus puissant à chaque bouchée. Mais plutôt que de tenir compte des avertissements sinistres de George, Art et ses hommes se précipitent tête baissée vers un danger inconnu pour sauver une femme qui pourrait déjà être morte, si tant est qu'elle existe. En réalité, les paroles de George méritaient bien plus d'attention que celles que les soldats leur ont accordées. Il s'inspire de la légende locale non pas pour effrayer ses compagnons autour d'un feu de camp, mais pour les mettre sérieusement en garde. En effet, l'esprit du Wendigo se nourrit du désespoir humain, transformant quiconque consomme de la chair humaine en une créature plus forte, plus rapide et éternellement affamée. En rejetant ces paroles comme de simples contes populaires, le groupe est resté imperméable aux dangers qui pouvaient les attendre. Mais peut-être qu'un homme qui connaît cette terre connaît également ses vérités les plus sombres. Au lieu de prendre les précautions nécessaires, leur scepticisme pourrait bien les mener directement dans un cauchemar. Et en parlant d'histoires qui méritent un deuxième examen, le colonel Hart et ses hommes avaient toutes les raisons de se méfier du récit tragique de Kaloun avant de se précipiter dans les montagnes comme des scouts un peu trop enthousiastes. Cet homme arrive au fort dans un état de détresse évident, sale et à moitié gelé, mais son histoire d'un groupe égaré recourant au cannibalisme et d'une femme seule laissée derrière lui offre peu de détails concrets et encore moins de preuves. Je veux dire, sa survie dans des conditions aussi difficiles est déjà suspecte en soi, d'autant plus qu'aucun autre membre de son groupe n'a réussi à survivre. Ce colonel Ives dont il parle est en pleine folie meurtrière cannibale, mais il laisse simplement Kaloun s'échapper. Mais bien sûr. Et puis, après des mois de famine et des jours d'errance dans la nature sauvage, il arrive au fort sans la moindre trace d'engelure. Quelque chose ne colle pas ici. L'urgence avec laquelle Kaloun les presse d'organiser un sauvetage pourrait être considérée comme une tentative d'attirer les soldats dans un piège dangereux, plutôt que comme un véritable appel à l'aide. Dans un territoire aussi isolé et impitoyable, où il est pratiquement impossible de vérifier les faits, les hommes de Hart seraient bien avisés de s'interroger sur les motivations de Kaloun avant de risquer leur vie pour ce qui pourrait être une tromperie bien calculée. Et ainsi, à tort ou à raison, les soldats de Fort Spencer se lancent dans un pari mortel, marchant sur la fine ligne qui sépare le sauveteur de la proie. Après avoir parcouru des kilomètres à travers la nature sauvage, le groupe parti de Fort Spencer fait une pause dans un col de montagne pour se reposer. Boyd en profite pour interroger Kaloun sur ses habitudes alimentaires particulières. Le récit de cet homme, qui dit avoir retrouvé des forces après avoir mangé son compagnon de voyage, semble refléter sa propre expérience passée quand il avait ingéré le sang de ses camarades pour trouver la force de vaincre l'ennemi. Mais leur conversation est interrompue lorsque leur camarade Toffler fait une chute malheureuse dans une falaise voisine. À part une vilaine entaille au milieu du corps, le jeune et pieux soldat va bien. Et les troupes installent leur campement pour se reposer et soigner sa blessure. Plus tard, Toffler se réveille dans la nuit et découvre Kaloun en train de se servir un petit encas de minuit. Il crie pour alerter le reste du groupe qui surprend l'Irlandais affamé en flagrant délit. En tout cas, malgré les apparences, Kaloun tente de les calmer en disant qu'il était simplement somnambule. Il se porte même volontaire pour se faire attacher les mains afin d'apaiser davantage leurs craintes. Le lendemain, le groupe s'enfonce plus profondément dans les montagnes, avec Raik qui tient Kaloun fermement à la bride. Lorsqu'ils arrivent dans une clairière, Kaloun commence à se comporter de manière suspecte. Hart aperçoit la grotte qu'ils cherchaient dans la vallée en contrebas, et leur prisonnier devient de plus en plus agité à mesure qu'ils s'en approchent. Alors que les soldats abordent l'entrée de la grotte, arme à la main, Kaloun les supplie de garder leur distance, et il est écarté du reste du groupe. Hart appelle dans la grotte, mais personne ne répond. Il désigne Raik et Boyd pour entrer et enquêter sur cette histoire abominable. Équipés uniquement de lanternes, les deux hommes descendent dans l'obscurité tandis que le reste du groupe monte la garde à l'extérieur. Il n'y a aucun signe du moindre cannibale fou ni d'une quelconque demoiselle en détresse. Mais ils tombent sur un passage étroit qui mène à une partie plus profonde de la grotte. Raik attrape une corde à proximité et descend dans le trou pour vérifier. À l'extérieur, Kaloun est en train de péter les plombs, les gars. Raik ne s'en sort pas beaucoup mieux dans la cavité. Non seulement il n'y a plus personne à sauver, mais les soldats se sont peut-être mis eux-mêmes directement au menu. Et c'est clairement un piège.
Kaloun récupère un couteau de chasse qu'il avait caché dans la terre à l'extérieur de la grotte et exécute rapidement le colonel Hart et George avant de poursuivre Toffler à travers les bois. Boyd et Raik sortent de la grotte et découvrent Hart mortellement blessé. Ils se lancent à la poursuite de leur agresseur à deux visages, mais ils tombent d'abord sur les restes de son dernier repas. Il s'agit de Toffler, et Kaloun ne s'est pas uniquement contenté de le lécher cette fois-ci. Après quelques recherches supplémentaires, ils finissent par apercevoir le fou debout près d'une falaise. Raik tire avec son pistolet, mais Kaloun semble disparaître pour mieux réapparaître et renverser la situation. Raik tombe de la falaise, un couteau de chasse planté dans le ventre. Mais Boyd a plus de chance. Il braque son fusil et tire un seul coup qui touche Kaloun en plein cœur et l'envoie au sol. Mais Kaloun se relève et commence à avancer vers Boyd, le regard fou. N'ayant nulle part où se réfugier, Boyd fait un saut désespéré du haut de la falaise et tombe pendant ce qui semble être une éternité vers les arbres en contrebas. Ok. On dirait que quelqu'un a mangé du lion ici. Ah non, c'était pas du lion. Ce type avoue ouvertement se nourrir de ses compagnons de voyage. Ok. Et quand il se fait prendre en flagrant délit en train de lécher la plaie ouverte d'un homme endormi, la seule réaction de Hart est de lui attacher les mains devant lui avec une simple corde lâche. Eh mon gars, si t'avais besoin d'un seul signe pour comprendre que toi et tes hommes étiez dépassés par les événements, bah c'était celui-là. Je veux dire, c'est juste un voyageur malchanceux qui a été forcé de faire un choix horrible, ou bien c'est le genre de type qui va te bouffer pour le plaisir. Non mais les preuves parlent d'elles-mêmes, non? Si vous décidez de le garder dans votre groupe, au moins attachez-lui les mains dans le dos. Et quoi que vous fassiez, surveillez-le de près. Ce qui nous amène à notre deuxième erreur majeure, le plan du colonel après leur arrivée à la grotte. Pour assurer leur sécurité, Hart envoie Raik et Boyd inspecter la grotte, tandis que les autres montent la garde à l'extérieur. Ça laisse le timide Toffler tout seul pour surveiller Kaloun. Mauvaise idée compte tenu de l'état d'agitation de l'étranger et de son comportement erratique jusqu'à présent. Astuce de survie numéro 1. Ne jamais se séparer. Même s'ils ne se rendent pas compte que Kaloun est sur le point de les trahir, ils sont toujours à la recherche d'un cannibale tueur en série qui se cache quelque part dans les environs immédiats. Rester ensemble pour explorer la grotte offre les meilleures chances en cas de confrontation violente. Enfin, si Ives est là-dedans, le groupe complet de soldats armés ne devrait avoir aucun mal à s'occuper de lui. Mais même une fois que Kaloun a pris l'avantage sur le groupe, il restait encore de nombreuses occasions de riposter, du moins pour Boyd. À vrai dire, pendant leur affrontement au sommet de la montagne, Boyd tire un coup de feu bien centré sur Kaloun qui le fait tomber au sol. Au lieu de vérifier le travail et de s'assurer que son adversaire est bien mort, Boyd court vers le bord de la falaise pour voir si le soldat Raik, qui est tombé un peu plus tôt pendant le combat, est toujours en vie. Même avec la lenteur pénible du rechargement des armes du 19e siècle, Boyd aurait eu largement le temps de préparer un deuxième tir pour la double dose. On verra bien si Kaloun se relève après s'être pris une balle en pleine tête. Autrement, il pourrait aussi proposer à Kaloun de faire équipe avec lui et de l'aider à se procurer ses prochains repas. De le trahir quand l'occasion se présentera. Si le fou accepte, il gagnera un peu de temps. Mais dans le cas contraire, il pourra toujours se jeter du haut de la falaise. Après sa longue chute dans le vide, Boyd rejoint le soldat Raik. Les deux hommes trouvent refuge dans un creux rempli de broussailles et de racines d'arbres. Et Raik utilise ses dernières forces pour étrangler brièvement son supérieur avant de rendre son dernier souffle. Boyd est également en très mauvais état, mais le cannibale dérangé continue de rôder dans les environs à sa recherche. Boyd reste caché dans les broussailles jusqu'à la nuit, et Kaloun abandonne finalement la traque. Maintenant, il ne lui reste plus qu'à soigner sa blessure. Boyd mord dans un bâton pour supporter la douleur et remet son os en place. Mais il est encore loin du fort et n'est absolument pas en état de voyager. Alors qu'il ressent un regain d'énergie considérable après être resté couché pendant plusieurs jours, Boyd commence à perdre la raison. Et s'il veut survivre, il va devoir prendre des mesures drastiques. Il finit par céder à ses pulsions et utilise le couteau de chasse qui est toujours planté dans le torse du soldat Raik et commence à se préparer un repas en découpant la cuisse de son compagnon tombé au combat. Ok, discutons de la chronologie des événements ici. Boyd ne veut clairement pas céder à ses nouvelles pulsions, mais quand il est question de vie ou de mort, ce n'est pas le moment de faire le difficile. À présent, il devrait savoir à quoi s'attendre en ce qui concerne les pouvoirs de la malédiction du Windigo. Et il vient de voir Kaloun encaisser un tir à bout portant comme si de rien n'était. Alors ne faisons pas les délicats, les amis. Dès que le soldat Raik a rendu l'âme, il était temps de passer à l'action. Boosté par la panse bien remplie de feu le plus goungot de ses camarades, Boyd devrait avoir toute la force nécessaire pour se remettre de sa chute et passer à l'offensive contre Kaloun. Et le plus beau dans tout ça, c'est que Kaloun est désormais désarmé, parce que Boyd s'est emparé de son couteau de chasse redoutable. Avec ses avantages évidents, il pourrait simplement se cacher de son adversaire dans les buissons et attendre qu'il vienne le chercher, puis lui sauter dessus quand il le fera.
Après tout, Kaloun ne va pas laisser un repas se perdre. Il est très certainement retourné à la grotte pour mettre la table. Donc si Boyd s'en va le battre là-bas, il pourrait même s'emparer des armes laissées par ses compagnons tombés au combat, ce qui lui donnera un avantage encore plus grand. Écoutez, le problème avec Boyd, c'est que c'est un lâche incurable qui fuit les conflits malgré les conséquences pour lui-même et les autres. Mais bon, il est préférable de ne pas rester allongé dans les bois pendant des jours, délirant avec une jambe cassée pendant qu'un fou vous traque. En réalité, il devrait passer directement à la partie cannibale et surhumaine de l'expérience. Qui sait, ça pourrait lui éviter des problèmes bien plus graves à l'avenir. Boyd est un homme nouveau après son petit encas. Sa jambe a miraculeusement guéri, et il se déplace dans les montagnes en boitant légèrement. Cleaves aperçoit Boyd battu et meurtri alors qu'il titube vers le campement, et il appelle les autres à la rescousse. Boyd se remet dans son lit pendant plusieurs jours après l'incident dans les montagnes, mais il semble tourmenté par un nouveau mal. Son visage est émacié et des cernes se sont formées sous ses yeux, tandis qu'il est rongé par une faim insatiable. À la recherche d'un remède à son état misérable, il se tourne vers Martha pour obtenir des informations sur la malédiction du Wendigo. Mais malheureusement, elle n'est vraiment pas d'humeur à l'aider. Elle reproche à Boyd la perte de son frère et lui dit qu'il n'existe aucun remède à son état. Sa faim ne fera que croître. La mort est la seule issue possible. Pendant ce temps, un groupe de hauts responsables de l'armée arrive au fort pour faire le point sur les récentes pertes. Boyd raconte au commandant, le général Slawson, la trahison de Kaloun, mais il ne croit pas à son histoire. Apparemment, la grotte et ses environs ont déjà été fouillés sans qu'aucun signe des soldats disparus ou d'activité cannibale n'ait été trouvé. Slawson encourage Boyd à modifier son rapport officiel afin de fournir une explication concernant les 4 hommes disparus. Mais Boyd campe sur ses positions. Leur désaccord est interrompu par l'arrivée du nouveau colonel en charge du fort. Boyd est profondément choqué de voir Kaloun, qui se fait maintenant appeler Colonel Ives. Terrifié, il s'effondre sur le sol et explique que cet homme est responsable du meurtre de ses compagnons. Malheureusement, Nox est le seul à pouvoir corroborer son histoire. Mais il était aveuglé par un état d'ébriété profond et puant lors de la première visite de Kaloun. Nox souligne que Boyd prétend avoir tiré sur Kaloun lors de leur rencontre et que si le colonel Ives est bien le même homme, il devrait arborer une blessure assez grave. Ives accepte donc d'être examiné et ne présente aucune blessure, ce qui met ainsi un point final aux allégations de Boyd. Le général et son état-major quittent le fort, laissant Ives aux commandes de la compagnie décimée. Mais toujours tourmenté par une furieuse envie de chair humaine, Boyd surveille Ives un poignard à la main, tandis que le groupe passe la soirée autour du feu. Alors que les autres se retirent pour la nuit, Boyd confronte son nouveau commandant dans la cour. Ives abandonne alors rapidement son personnage, et il reproche à Boyd de ne pas avoir fini son repas dans les montagnes. Ives, Kaloun, quel que soit son nom, se met alors à raconter sa véritable histoire. Il n'y a pas si longtemps, il souffrait de tuberculose et était lui aussi proche de la mort. Il se rendait dans un hôpital de l'Ouest pour subir son sort quand il rencontra un éclaireur indien qui lui raconta une histoire curieuse. Selon une légende, un homme qui mange la chair d'un autre lui vole sa force en absorbant son esprit et sa vitalité. Boyd a mis cette théorie à l'épreuve en mangeant l'éclaireur. Et il a découvert que sa force lui était effectivement revenue. Il a ensuite consommé les 5 autres membres de son groupe, ce qui l'a complètement guéri de la tuberculose. Ives encourage Boyd à céder à sa faim, mais le capitaine refuse pour des raisons morales, et il plaque le cannibale au sol, son poignard contre sa gorge. Martha vient à la rescousse d'Ives, et cette agitation réveille Nox, qui décide de mettre Boyd aux arrêts. Ok, Kaloun semble être un homme nouveau comparé au psychopathe babillant auquel Boyd a été confronté dans les montagnes. Qui est exactement cet homme, et que peut faire Boyd pour prouver sa véritable identité ? À vrai dire, pour prouver que Kaloun se fait passer pour une de ses victimes, Boyd devrait insister auprès du général pour qu'il contacte le supérieur hiérarchique d'Ives à son ancien poste et demande à voir les registres des ordres actuels prouvant qu'il est censé être ici. Et s'il y a suffisamment d'incohérences dans l'histoire, le général pourrait avoir assez de preuves pour réexaminer l'accusation de Boyd. Bien entendu, compte tenu des contraintes de l'époque, les demandes de registres de cette nature devaient probablement prendre un certain temps. Et pendant ce temps, Boyd et les autres sont piégés dans un fort isolé avec un fou furieux insatiable. Je veux dire, depuis qu'il est arrivé au fort, Kaloun n'est jamais vraiment seul. Ça signifie qu'une attaque frontale est hors de question, parce que Nox et les autres s'interposeraient sûrement. Lorsque Kaloun a fini par se séparer du groupe, Boyd n'a pas hésité à l'affronter. Et la rencontre s'est terminée avec Boyd tenant un couteau sous sa gorge. Martha est toutefois intervenue avec sa propre lame, présentant à Boyd un choix simple. Si le colonel était égorgé, son propre coup serait le prochain. Il est affligé d'une faim incurable de chair humaine et meurt lentement de faim en conséquence. Au bout de ses 2 dernières missions sur le terrain, ses actions ont entraîné la mort de tout son groupe. Alors à ce stade, à quoi peut-on encore s'accrocher ?
En réalité, accepter la proposition de Martha et sacrifier sa vie pour prendre celle de Calhoun pourrait être l'acte le plus courageux de la misérable existence de Boyd. Mais au lieu de ça, il semble qu'il va devoir trouver un autre moyen de se débarrasser de cet imposteur. Après l'agitation dans la cour, Knox envoie Martha chercher Cleaves pour l'aider à arrêter Boyd. Quand elle parcourt le domaine à la recherche du soldat embrumé, elle tombe sur une scène macabre dans les écuries. Tous les chevaux ont été violemment démembrés. Et lorsque Martha revient pour rapporter cette terrible nouvelle, elle et Knox finissent par retrouver Cleaves, dont le corps partiellement dévoré pend d'un toit voisin. Knox tire des conclusions hâtives après la découverte du corps de Cleaves et passe sa colère sur Boyd. Les chevaux n'étant plus une option, Martha part à pied pour contacter le général Slawson et qu'il entame les démarches pour envoyer Boyd dans une prison militaire. À l'intérieur du fort, Knox remarque qu'un de ses sabres de cérémonie a disparu, tandis qu'Ives prépare un ragoût dans la cuisine. Boyd tente d'avertir Knox de ce qui va se passer, mais en vain. Une main invisible expédie rapidement l'alcoolique d'un seul coup de son propre sabre, fournissant à Ives le dernier ingrédient pour sa création culinaire maudite. Enchaîné derrière une porte fermée, Boyd est incapable d'intervenir. Mais sa colère se transforme en choc quand l'ancien commandant du fort, le colonel Hart, apparaît dans l'embrasure de la porte, le sabre de Knox à la main. Ça explique qui a tué Cleaves et les chevaux. Au lieu de mourir de ses blessures dans les montagnes, Hart a découvert les pouvoirs régénérateurs de la consommation de ses compagnons morts grâce à Ives. Et maintenant, ils veulent tous les deux que Boyd se joigne à leur alliance impie. Lorsque les colons commenceront leur voyage vers l'ouest au printemps, ils auront tous les trois un approvisionnement presque infini en chair fraîche qui passera par le fort. Ives encourage Boyd à céder à la faim et à se joindre à son plan. Et comme il refuse, Ives lui donne une petite motivation supplémentaire sous la forme d'un coup de poignard dans le ventre. La blessure ne le tuera pas, à condition que Boyd prenne les mesures nécessaires. Et voilà, le dîner est servi. Hart sert quelques louches de ragoût au Major Knox pour remettre Boyd sur pied. Au début, il résiste, mais alors que le sang coule de sa blessure, il finit par se joindre à ce dîner macabre. Une fois ses forces retrouvées, Boyd commence à planifier sa prochaine action. Martha va bientôt revenir avec le général Slawson, et Ives est déjà occupé à préparer leur arrivée. Hart débarque dans la cellule de Boyd avec un bol de ragoût frais, et il accepte de laisser le capitaine le rejoindre pour prendre l'air à l'extérieur de sa cellule. Dans son ancien bureau, Boyd se livre à un véritable duel intellectuel avec Hart sur la nature de la vérité et de la moralité. Ayant consacré sa vie à l'étude de la philosophie, le colonel réalise qu'il est devenu tout ce qu'il détestait autrefois. Un tueur sans scrupules qui se délecte du sang des autres pour survivre. Il libère Boyd de ses chaînes et lui demande de lui accorder une mort rapide. Et Boyd lui obéit. Ok, vous savez ce qu'on dit, non? Si vous ne pouvez pas les battre, mangez simplement un grand bol de ragoût au reste humain. Ouais, Boyd est de nouveau en pleine forme après avoir dégusté une bonne portion du ragoût particulier du chef Ives. Mais nous savons tous qu'il n'est pas prêt à se lancer dans le projet de transformer le fort en marché de viande saisonnier. Avec ses forces retrouvées et après avoir établi une confiance provisoire autour d'un repas partagé, que pourrait-il faire pour arrêter Ives une bonne fois pour toutes? Il y a quelque chose à dire sur la force du nombre, et ça compte double si votre allié est un cannibale surhumain gonflé à bloc. Le colonel Hart a manifestement puisé son énergie grâce au régime alimentaire riche en protéines élaboré par Ives. Il a maintenant la force de réduire des noix en poussière à main nue, sans parler de l'abattage d'une écurie entière de chevaux et de la suspension de Cleaves aux poutres. Si Hart veut vraiment se racheter pour ses méfaits, Boyd ne devrait pas le laisser s'en tirer aussi facilement en mettant simplement fin à ses jours. Il devrait d'abord convaincre Hart de faire équipe avec lui pour qu'ils s'attaquent à Ives ensemble. Ouais, maintenant que tout le monde est sur la même longueur d'onde concernant le cannibalisme, Ives va certainement baisser sa garde. Et ce que je veux dire, c'est que tout ce que Hart a à faire, c'est de le choper. Et ensuite, Boyd pourra les transpercer tous les deux avec une des épées de Knox. Mais suffisamment de fois pour être sûr que le travail soit bien fait cette fois. Ou si Hart veut rendre un vrai service à Boyd, il pourrait simplement maîtriser Ives et le retenir jusqu'à ce que Martha revienne avec le général. Hart pourrait confirmer qu'Ives est vraiment un imposteur et le responsable d'innombrables meurtres. Tant qu'il sera privé de sa nourriture préférée, Ives commencera à s'affaiblir et ne représentera plus une menace pour personne. Hart pourrait alors choisir de mettre fin à ses jours, sachant qu'il aurait fait ce qu'il fallait et réparé en partie ses méfaits. Mais il y aurait peut-être un moyen encore plus facile de s'occuper de ce cher Ives, retourner la source de ses pouvoirs contre lui. Vous voyez, Knox, c'était un sacré gaillard, et le ragoût préparé à partir de ses restes a suffi pour plusieurs jours. Ives semble se contenter de laisser mijoter le chaudron sur le feu pendant qu'il s'occupe d'autres tâches dans le fort.
Si Boyd empoisonnait tout le chaudron, ça pourrait suffire à éliminer Ives quand il reviendrait se servir. Certains produits chimiques mortels étaient très largement répandus au milieu du 19e siècle, et ils étaient couramment utilisés comme remède contre les parasites. En tant qu'avant-poste bien approvisionné en céréales et en aliments pour animaux pour affronter l'hiver rigoureux, il est raisonnable de penser que le fort pourrait avoir ce genre de choses ici. Ces produits sont également totalement inodores et neutres en goût, ce qui signifie qu'Ives pourrait en ingérer une quantité mortelle avant même de comprendre ce qui lui arrive. Hélas, avec le colonel Hart hors circuit et aucune autre assistance en vue, Boyd va devoir réfléchir rapidement s'il veut prendre le dessus sur son ennemi glouton. Ives assiste aux derniers instants sanglants du colonel Hart et traverse les couloirs du fort pour affronter Boyd. Il le trouve dans la grande salle où le capitaine s'est emparé de l'autre sabre de Nox. Après une brève échauffourée, Ives disparaît à l'extérieur. Boyd cherche son adversaire dans les dépendances, mais il n'y a aucune trace du colonel psychotique, jusqu'à ce qu'il entende le son d'une cloche retentir dans la cour. Il semble qu'Ives se paie sa tête, mais Boyd a peut-être lui aussi quelques tours dans son sac. Après avoir fouillé les écuries, Boyd finit par localiser Ives au moment où le fou traverse le plafond de l'atelier. Après avoir assommé Boyd avec un morceau de bois, il sort un poignard pour lui porter un coup fatal. Mais Boyd renverse la situation au dernier moment en lui assénant un coup de fourche bien placé. Ives titube en arrière tandis que Boyd tente une deuxième attaque. Mais Ives l'esquive en enfonçant la lame de son couteau dans le ventre du capitaine. À partir de là, c'est un véritable déchaînement de tout est permis avec une variété d'armes improvisées. Et chacun des deux hommes s'échange des coups mortels. Rien qu'un petit ragoon puisse arranger ensuite. La dague de Ives toujours plantée dans son dos, Boyd se réfugie dans l'écurie alors que le toit de l'atelier s'effondre, piégeant Ives sous un amas de planches et de gravats. Mais Ives se dégage des débris et suit Boyd dans l'écurie. Il s'empare du capitaine affalé sur le sol, le relève et lui arrache le poignard du dos. Avec le peu de force qu'il lui reste, Boyd saisit Ives et le pousse en arrière. Les deux hommes tombent dans les mâchoires d'un gros piège à ours que Boyd avait dissimulé là spécialement pour l'occasion. Coincés ensemble, les dents du piège enfoncées dans leur chair, Ives propose un dernier marché sinistre. Si Boyd meurt le premier, il jure de le manger pour reprendre des forces. La question est, si Ives meurt le premier, Boyd fera-t-il de même? Manger ou mourir? Le choix lui appartient. Ok, c'est le moment de prendre une décision pour Boyd. Accepter la sinistre proposition de Ives ou mourir avec lui dans les mâchoires du piège à ours. On comprend facilement pourquoi il pourrait choisir de se libérer de la malédiction en embrassant la douce délivrance de la mort. Mais existe-t-il peut-être un autre moyen de se débarrasser de son fardeau et de perdre son appétit pour la chair humaine? Si Martha a raison, la mort est le seul moyen d'échapper à l'emprise du Windigo. Néanmoins, il pourrait être utile de demander un deuxième avis. S'il y a une chose dont Boyd est certain, c'est qu'il y a une part de vérité vérifiable dans les croyances amérindiennes. Qu'il s'agisse de conférer une force surhumaine ou de guérir rapidement des blessures autrement mortelles, il a vu de ses propres yeux que cette histoire de Windigo est bien réelle. Donc, si le côté obscur de ce système de croyances peut conférer des pouvoirs aussi incroyables, peut-être que le côté lumineux pourrait offrir un remède à son état. Malheureusement, les blessures qu'il a subies lors de son combat contre Ives l'obligeraient à se livrer à un dernier repas abominable avant de pouvoir le découvrir. Mais bon, pour être honnête, c'est rien qu'il n'ait pas déjà fait auparavant. Une fois qu'il se sera servi une dernière portion de son ennemi vaincu, Boyd devrait utiliser cette poussée de force pour se libérer du piège et se préparer pour la suite du voyage. Mais le véritable défi consisterait en fait à affronter les ténèbres qu'il habite actuellement. Le fort est en proie au chaos et il n'a plus aucun allié pour l'aider. Il n'aurait donc d'autre choix que de parcourir la frontière à la recherche des réponses dont il a besoin. Peut-être qu'au-delà des montagnes et des forêts de pins infinies, un chaman expérimenté ou un ancien sage posséderait le pouvoir nécessaire pour briser l'emprise du Windigo, ou lui offrirait au moins une lueur d'espoir. Le voyage serait long et éprouvant, certes, et chaque kilomètre mettrait à l'épreuve son corps et les vestiges de son humanité. Mais s'il existe la moindre chance de lever la malédiction, Boyd n'a d'autre choix que de la saisir, aussi incertaine et périlleuse que soit la voie à emprunter. Et si aucune solution ne se présente ou si le poids de sa faim devient trop lourd à porter, il pourra toujours choisir d'appuyer sur le bouton éjection de son existence. Cette même décision qui se présente à lui au moment où il se trouve plaqué contre Ives dans les mâchoires métalliques du piège. Alors que Boyd et Ives attendent leur sort, Martha et le général Slawson arrivent au fort et commencent à chercher les occupants restants. Pendant leur recherche, Slawson est attiré par l'odeur d'une marmite de ragoût, toujours en train de mijoter sur le feu, là où Ives l'avait laissé. Affamé par son voyage, il se sert une louche pleine de la substance appétissante qui bouillonne sur le foyer. Dans l'écurie, Ives succombe finalement à ses blessures. Martha tombe sur la scène alors que Boyd commence à s'éteindre lui aussi, préférant mourir dans l'honneur plutôt que de continuer à subir la malédiction du Windigo.
Fatiguée de ce fort et de sa bande de cannibales dérangés, Martha poursuit son chemin vers la frontière, laissant le général Slauson seul pour rassembler les pièces du puzzle. Et peut-être lutter contre une nouvelle appétence alimentaire. Vorace 1999. Ouais, un classique, c'est certain. Dites-moi si vous l'avez déjà vu. C'est un film assez méconnu, mais un film de cannibale reste un film de cannibale. Et pour tous les fans, j'espère que nous avons rendu justice à cette œuvre. Mais dites-moi si vous auriez fait les choses différemment dans la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment Battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Je m'appelle Sophie et je suis là pour vous. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!